Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. J'ai eu envie de faire une vidéo très particulière cette semaine. Elle va prendre un tour un peu philosophique, mais s'il vous plaît, ne fuyez pas, parce que ça va bien évidemment être lié aux thématiques principales de cette chaîne, la programmation et l'informatique. Petit teaser, il est possible, bande de codeurs, que vous n'existiez pas vraiment en tant qu'être humain, et que vous ne soyez qu'une simple variable. C'est une réflexion que j'ai souvent eue quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les programmes, avec le cycle de vie des variables, la découverte des constantes, la programmation orientée objet avec ses notions de classe, d'héritage, d'instance, etc. On essaie souvent pour apprendre ou pour expliquer ces différents concepts de faire l'analogie avec notre monde réel. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ne pas nous-mêmes être les variables d'un monde créé de toutes pièces par des instances supérieures qui se divertiraient de voir de quelle manière ce monde évolue avec nous à l'intérieur? Est-ce qu'on est vraiment certain d'évoluer dans un monde réel? Est-ce qu'on est vraiment sûr d'être maître de notre destin, d'être aux commandes de notre vie, ou d'avoir notre libre arbitre? Et je vous propose d'en parler un peu. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors, la réflexion que j'ai eue, bien évidemment des tas de personnes connues, ou pas d'ailleurs, l'ont eue bien avant moi. Et pour tenter d'illustrer mes propos, tout au long de la vidéo, je vais vous citer pas mal de personnes et aussi des œuvres, quasiment toutes fictionnelles, dont les auteurs partagent plus ou moins ce genre d'idées. Alors, je vais peut-être juste rappeler très brièvement et très globalement pour les non-initiés comment fonctionne un programme informatique. En fait, c'est une suite d'instructions, généralement ce sont des lignes de code, qui visent à résoudre un problème, à remplir une fonctionnalité particulière. Pour ça, on définit entre autres dans le programme ce que l'on appelle des variables. Donc une variable, c'est une petite zone mémoire dans laquelle on va venir stocker une donnée précise. Et le principe, c'est que cette donnée va pouvoir évoluer, elle va pouvoir varier, d'où son nom, au fil du temps en fonction des instructions du programme. Un petit exemple tout simple, quand vous passez à la caisse au supermarché, on a un programme dans la caisse automatique qui a une variable, total TTC, qui est à 0. Et quand le caissier ou la caissière va venir scanner vos produits, vos articles au fur et à mesure, eh bien, cette variable prix TTC va évoluer. Elle va passer de 0 € à 3 €, 11,50 €, etc. Et à la fin, quand toutes vos courses sont passées, le prix TTC, eh bien, c'est le prix que vous allez devoir payer. Donc ça, c'est un petit exemple qui est très simple, mais il y a bien évidemment des exemples avec des programmes beaucoup plus complexes qui ont des centaines, voire des milliers de variables. Et moi, je le vois un petit peu comme ça, finalement. Quand on exécute un programme, c'est un peu comme si on crée un petit écosystème du néant, on n'a rien à la base et tout d'un coup on a comme un petit écosystème qui se crée, un monde finalement dans lequel on implémente des règles qui viennent modifier le cycle de vie des variables qui le constituent. Et toute la question de cette vidéo, c'est de se demander si nous, humains, eh bien on ferait pas partie d'un tel programme. Lors de mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert qu'une des premières personnes qui potentiellement remettait en cause la véracité du monde qui nous entourait, eh bien c'était le philosophe Descartes. Le bonhomme vivait au XVIIe siècle et déjà à l'époque, il se posait des questions sur le monde dans lequel il évoluait. Bon, c'est normal pour un philosophe, vous allez me dire. Mais en 1637, il publie anonymement le texte philosophique « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». C'est cela, oui. Alors, je ne vais pas vous faire ici une étude approfondie du texte, mais René Descartes dit, je cite, qu'il faut se méfier de ce que l'on accepte comme une réalité. En gros, il nous demande de plus faire confiance à nos sens pour ressentir et définir ce qui nous entoure. Et en fait, c'est un petit peu le point de départ pour nous dans cette vidéo. Cette phrase, on peut vraiment l'expérimenter tous les jours à notre époque. Au travers par exemple de la réalité virtuelle. Si moi, au milieu de mon salon, je mets consciemment un casque de réalité virtuelle qui me projette sur l'antenne de l'Empire State Building, et ben me connaissant, je vais commencer à être pris de vertige et je vais sûrement avoir le charisme d'un nourrisson. Alors que je sais au fond de moi que je suis tranquillement dans mon salon, mais je me fais abuser par mes sens. Et la question en réalité, c'est de se dire, si je m'étais pas souvenu avoir mis un casque de réalité virtuelle, est-ce que je saurais si je suis dans le monde réel ou pas? Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Une des œuvres contemporaines majeures qui traite du sujet, c'est bien évidemment le film Matrix des sœurs Wachowski. Le film dépeint un monde futuriste où les machines dominent le monde. Elles cultivent les humains comme source d'énergie et ces derniers sont stockés dans des cuves dans un état léthargique.
Ils sont néanmoins connectés à un monde virtuel, la matrice, qu'ils pensent être la vraie vie, et ils y évoluent sans se douter de rien. En 2003, à l'université d'Oxford, il y a un philosophe suédois transhumaniste, Nick Bostrom, qui avance une hypothèse. Il considère qu'il est possible qu'une civilisation post-humaine très avancée technologiquement ait décidé de faire une simulation de l'existence de leurs ancêtres dans l'univers, autrement dit nous. Donc en gros, vous et moi, en ce moment, nous serions la résultante de cette simulation et nos descendants tenteraient de comprendre d'où ils viennent, qui nous étions et comment nous avons évolué. Et peut-être même comment on a flingué notre planète et émigré ailleurs. Et Matrix, c'est un peu ça aussi. Dans le deuxième film, on découvre qu'on en est à la 6e version de la matrice. Un peu comme une simulation, comme un programme, les choses sont parfois réinitialisées et tout recommence. D'ailleurs, on le voit à la fin du 3e film, avec la restauration des bâtiments détruits lors de la bataille finale. Il y a aussi un astronome et professeur à l'Université Columbia de New York, David Kipping, qui s'est appuyé justement sur les théories de Nick Bostrom. Et selon lui, accrochez-vous bien, il a calculé qu'il y aurait une probabilité de 50% pour qu'effectivement, vous et moi, soyons bien dans une simulation de monde virtuel actuellement. Il y a bien sûr aussi des scientifiques qui sont extrêmement sceptiques quant à ces théories. On a une physicienne théoricienne d'Harvard, Lisa Randall, qui estime qu'il n'y a aucune preuve et donc aucun argument réel à cette hypothèse. Enfin, elle juge également que c'est très arrogant de penser que nous sommes suffisamment intéressants pour être recréés par une simulation. Mais on a également des personnes comme Rich Terrill, qui est un scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui n'hésite pas lui à faire le parallèle entre cette théorie et la théorie de Copernic qui remettait en cause le fait que la Terre ne soit pas au centre de l'univers. De la même manière, le fait que nous vivions dans une simulation permettrait d'expliquer notre existence d'une manière beaucoup plus simple qu'à l'heure actuelle. Mais on a aussi d'autres théories comme celle de Stephen Hawking qui font état par exemple de mondes ou d'univers parallèles. Et en fait ça, pour le commun des mortels, dont je fais clairement partie, c'est extrêmement dur de comprendre, de concevoir, de conceptualiser ce genre de théorie. En revanche, pour un développeur ou pour un codeur, il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est comme un jeu vidéo vraiment. Chaque univers, chaque monde pourrait être l'instance d'une classe, un objet en quelque sorte. Et d'ailleurs à ce propos, sur les univers parallèles, il y a une super série des années 90 qui existait, enfin, surtout les 2 premières saisons, et cette série s'appelle Sliders. Les héros, ils sont malgré eux propulsés sur différentes terres d'un épisode à un autre, et chaque terre est très singulière. Il y en a une où les Russes ont gagné la guerre froide, il y en a une où les femmes dominent le monde, il y en a une autre où ce sont les robots qui contrôlent les gens, etc. Et puisque j'en suis dans les œuvres de fiction, j'aimerais juste revenir sur Matrix. Dans le premier film, lorsque Neo apprend qu'il n'est qu'un pion de la matrice et que tout ce qu'il croyait être réel ne l'est pas, le doute s'empare de lui et il doit faire un choix. Il doit accepter la vérité et l'affronter, sans savoir ce qu'il attend, ou alors il peut choisir de rester tranquillement dans la matrice et poursuivre ce qu'il pense être sa vraie vie. Et ça, en fait, cette thématique, ça fait clairement référence à l'allégorie de la caverne de Platon. En fait, Platon a imaginé des hommes qui étaient enchaînés dans une caverne, une demeure souterraine, et en fait, ils le sont depuis leur naissance. En fait, ils n'ont jamais connu directement la source de la lumière du jour, ils ne savent pas donc ce qu'est le soleil, tout ce qu'ils voient, c'est un faible rayonnement qui parvient un petit peu jusqu'à eux. Ils connaissent uniquement les ombres des choses qui sont projetées sur les murs de leur caverne par un feu qui est allumé derrière eux. Ils connaissent pas véritablement les sons puisqu'il n'y a que des échos dans la caverne. Et la question que se pose Platon, c'est que se passe-t-il si l'un d'eux est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie ? D'abord, ce qui va se passer, c'est qu'il va cruellement être ébloui par la lumière, parce qu'il a juste pas l'habitude de supporter une lumière aussi intense, ce qui va le faire souffrir. Il va peut-être y résister, et il parviendra pas à percevoir ce qu'on veut lui montrer, alors peut-être qu'il voudra revenir à sa situation antérieure, revenir dans la caverne, mais il a aussi la possibilité de persister, auquel cas il va s'accoutumer à la lumière du jour, et là il va pouvoir voir justement le monde supérieur. Et là, il va être confronté à un choix. Il va prendre conscience de sa condition antérieure, qui vivait dans la grotte, et il va devoir se faire violence. Retourner dans la caverne auprès de ses semblables, pour justement leur apporter la connaissance de ce qu'il y a dans le monde supérieur.
Mais là, il y a une autre problématique qu'il va certainement devoir affronter, c'est que ces semblables, ils vont être incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, ils vont probablement très mal percevoir et recevoir ce que lui essaie de leur faire comprendre, et Platon conclut l'allégorie sur une question: ne le tueront-ils pas? You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. Et enfin, pour conclure sur les œuvres, je voulais vous parler de 2 épisodes de la série Black Mirror qui traitent de cette théorie d'appartenance à un monde virtuel et que j'ai particulièrement apprécié. Le premier, c'est l'épisode 1 de la saison 4 qui s'appelle USS Callister, où on est plongé dans un univers à la Star Trek et où le commandant du vaisseau est hyper charismatique et il fait clairement ce qu'il veut de son équipage et notamment des femmes. Et on découvre un petit peu plus tard qu'en fait, il s'est construit un monde virtuel parce qu'il bosse dans une grosse boîte de jeux vidéo et que c'est un mec asocial qui est détesté de tous ses collègues et qui vraiment se met tout le temps en retrait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a piqué des échantillons ADN sur chacun de ses collègues, il les a insérés en fait dans une machine qui permet de faire des clones de ses collègues dans le jeu vidéo avec lesquels il fait absolument ce qu'il veut. Donc c'est un épisode qui est vraiment cool. Et le deuxième épisode qui m'a vraiment plu, c'est l'épisode 4 de cette même saison 4 qui s'appelle Hang the DJ, où en fait c'est un monde où les gens ont une espèce d'application qui leur permet de faire des rencontres amoureuses, et cette application agit un peu comme un coach amoureux. Donc le coach leur indique la prochaine personne qu'ils vont devoir rencontrer, et au moment où cet homme et cette femme se rencontrent, l'application leur dit combien de temps ils vont devoir rester ensemble avant de se séparer. Et basé sur toutes ces expériences amoureuses, le coach, l'application va leur dire justement, va leur trouver le partenaire idéal à la suite de tout ça. Et donc au début de l'histoire, on voit donc un couple de jeunes personnes qui se rencontrent, et ils ne restent ensemble qu'une petite journée, quelques heures si je me rappelle bien. À la suite de quoi ils doivent se séparer, et chacun de leur côté après vivent des expériences qui sont assez catastrophiques. Et un coup en fait, ils se retrouvent lors d'une soirée pour se remémorer justement leur relation qu'ils ont vécue et qu'ils ont appréciée. Et à la fin, chacun d'entre eux reçoit une notification de leur application leur disant que ça y est, l'application, leur coach leur a trouvé à chacun la personne idéale pour former le couple, et il ne s'agit pas ni de l'un ni de l'autre. Donc ils sont relativement déçus. Et si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de passer tout de suite au chapitre suivant de cette vidéo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les deux refusent de rencontrer leur futur époux et épouse, et décident en fait de s'échapper, tous les deux de partir. Donc en fait, ils fuient cette société, et ce dont on se rend compte, nous spectateurs, à la fin, c'est qu'en fait, il s'agissait d'une réalité virtuelle dans laquelle des simulations sont exécutées, exactement 1000 simulations, et on se rend compte que ce jeune couple, dans 998 de ces 1000 simulations, font le choix de s'enfuir tous les deux parce qu'ils sont vraiment amoureux, et dans le monde réel, ils reçoivent tous les deux sur leur application le fait qu'ils sont le partenaire parfait l'un pour l'autre. Et c'est cette fin vraiment qui m'a personnellement beaucoup touché et que j'ai beaucoup apprécié, parce que là on est vraiment dans la thématique du monde virtuel où on a des entités, des variables qui vraiment vivent au sein d'un monde qui est créé, qui est simulé, qui est répété de manière constante comme ça, 1000 fois exactement. Ok bande de codeurs, c'est sur cet exemple que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle n'avait pas du tout pour but de vous faire croire absolument qu'on vit dans un monde virtuel. Moi-même j'adore la vraie vie, je serais le premier déçu si j'apprenais qu'on vit dans un monde virtuel. Je pense même que j'essaierai d'auto-détruire ma variable si c'est possible. Mais voilà, écoutez, si elle vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas non plus à commenter, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, est-ce que vous pensez que c'est plausible ou pas du tout, n'hésitez pas à débattre sereinement entre vous, et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes, et je vous dis à bientôt bande de codeurs.